qui nous a envoyé un petit texte que je lirai très brièvement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement, mais très brièvement tout de suite. Bon. Pierre de Mers, parlons de lui d'abord, donc c'est un savant pastorien, président de la LISULF, Ligue internationale des scientifiques pour l'usage de la langue française. Et alors lui, il a quelque chose, c'est un monsieur qui est, comment dirais-je, qui a un certain âge, disons, un âge même avancé, mais qui est d'un dynamisme extraordinaire, et qui a une idée, enfin, développe une idée qui n'a pas forcément développé le premier, mais développe une idée importante que les scientifiques, au lieu de chercher maintenant à publier à toute force dans des revues anglophones, parce qu'il n'y a guère plus que des revues anglophones pour donner au moins les résultats primaires de la recherche, eh bien, doivent le faire sur l'Internet dans leur langue en français. Voilà. Et nos chercheurs scientifiques, il le dit dans son texte, chacun d'eux a un ordinateur devant lui. Rien ne lui interdit d'écrire son texte et après une autocensure aidée par les collègues, l'adresser à sa liste de correspondants. C'est comme ça qu'on peut faire transmettre à l'heure actuelle les résultats de la recherche primaire. Pas besoin de revues, voilà, surtout que les comités de lecture de ces revues sont généralement anglo-saxons, américains plus précisément, et cherchent à privilégier leurs amis, comme ça a été bien connu. Bon, voilà, merci à Pierre de Mers. Alors, vous avez bien compris, chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, plus particulièrement du livre du jour Le français en partage, dirigé par Albert Salon, que nous allons dialoguer, recevoir par téléphone deux invités du Québec, Gilles Réaume, secrétaire perpétuel de l'APAF, l'Association des patriotes de l'Amérique française, professeur de philosophie, François Gauthier, président du Forum francophone international Québec, le FFI, et donc pour dialoguer du Québec et le français en 2012, une résurgence. Là et maintenant, nous arrivons au débat. Alors, chers auditeurs, je suis d'abord heureux de vous dire que nous accueillons au téléphone, et je les salue là tout de suite, avant qu'ils ne se manifestent après ma petite introduction, nous avons au téléphone Monsieur François. Pardon, j'ai eu un ennui avec les écouteurs. Monsieur François Gauthier. Monsieur François Gauthier et Monsieur Gilles Réaume. On vous les a présentés, je ne vous les représente plus là maintenant, il y a 5 minutes qu'on les a présentés. Bien, très heureux de les accueillir parce qu'il s'agit de deux grands militants indépendantistes. Et je dis tout de suite que dans cette émission sur le Québec, dont je rappelle le thème, le Québec et le français, en 2012, une résurgence, point d'interrogation. Je vous dis tout de suite qu'il y a, et là je le dis à nos invités, le Québec va-t-il, c'est une question qui nous préoccupe, c'est la principale au fond, qui préoccupe beaucoup de Français, même si les élites, elles, s'en préoccupent moins. Le Québec va-t-il enfin être indépendant? Va-t-il sauver sa langue, sa culture, sa partie de francité? Il n'y a pas que de la francité, le Québec, mais sa personnalité franco-nord-américaine, sa civilisation distincte de celle des anglo-saxons qu'ils appellent les anglos là-bas. Bon. Or, je fais l'introduction brève. Il y a eu en 1960 une révolution tranquille qui a fait dresser les oreilles, heureusement, de beaucoup de Français, tout de même, à l'époque. En 1960, c'était une grande époque de la France. Il y a eu le voyage du général de Gaulle en 1967, juillet, le balcon, vive le Québec libre, on en a parlé, vous y étiez, Gilles Réaume, bravo. Il y a eu la loi 101 sur le français en 1977, sous le gouvernement Lévesque. Il y a eu le premier référendum perdu, malheureusement, y compris par le Premier ministre de l'époque, René Lévesque, en 1980. Et il y a eu le deuxième référendum sur l'indépendance, au temps de Jacques Parizeau, un référendum de 1995, du 30 octobre, j'étais cette nuit-là à la délégation générale du Québec pour en suivre les péripéties, 0,5% de différence, un référendum qui en fait a été volé, je n'entre pas dans les détails maintenant, volé par naturellement les opposants anglo. Bien. Or, il y a maintenant au Québec, depuis 4 mois, de grandes manifestations de masse, des concerts de casseroles et tout ce que vous voudrez, on nous en parlera dans un instant. Y aurait-il
C'est là que les Français peuvent s'interroger et s'interrogent. Les médias s'y sont intéressés, pas vraiment à la question de l'indépendance peut-être, mais on y reviendra à autre chose. Alors, y aurait-il un réveil? Le Québec se remettrait-il à bouger? Et d'abord, et là je m'adresse peut-être en premier lieu à François Gauthier, d'abord, cher François Gauthier, quelles sont ces manifestations? Quelles sont les causes directes? Qui les dirige? Qui les soutient? Pourquoi cette ampleur-là et ce bruit de casserole? Pourquoi cette durée? François Gauthier, vous avez la parole. Bien, bonjour. Alors, je vais répondre assez rapidement. C'est d'abord une révolte contre une hausse des frais de scolarité. Et les étudiants, bien, ils ont persisté dans cette affaire-là. Ils ont eu une résistance, ils ont eu un argumentaire articulé et ils ont attiré l'attention. Avec les jours, les semaines qui ont passé, ils ont été aidés, assistés par des professeurs et pour produire une documentation de toutes sortes, parce qu'ils ont présenté des propositions au gouvernement et des propositions chiffrées, bien approfondies, et dans l'espoir de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Est-ce que tout ça à quoi ça va mener? Est-ce que ça va mener à un renouveau du souverainisme? Moi, je pense que ça peut fort bien le faire, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les bruits de casserole, bien, c'est parce que la foule a décidé de les suivre et de les encourager, de les soutenir. Pourquoi la foule a fait cela? C'est parce qu'essentiellement, le gouvernement, qui est en poste depuis plusieurs années, c'est un gouvernement qui dilapide le bien public et qui le fait dans des systèmes, parce que ce sont des systèmes de tricherie pour imposer dans l'administration de l'État le choix des fonctionnaires qui soient fédéralistes pour donner des contrats à des entreprises mafieuses. Alors, tout ça est passé dans les journaux depuis de nombreux mois, une couple d'années, et la population est bien renseignée. Les jeunes, les étudiants sont renseignés, ils ont tout vu, alors évidemment, ils sont révoltés. Bon. Et vous pensez que cette manifestation va durer? Je crois que ça va durer encore. Il y a un apaisement présentement parce que c'est l'été. Les cours sont arrêtés. Comment ça va repartir à l'automne, j'en sais rien. Ça ne pourra pas durer indéfiniment, c'est sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gilles Réaume, que je salue avec beaucoup de plaisir? Et, comment dirais Monsieur Salon, je suis très heureux de participer à votre émission et je profite de l'occasion pour saluer en vous et en ceux qui vous entourent une ardente équipe qui, en œuvrant pour la francité et la francophonie, ne peut que faire rejaillir sur le Québec tout entier et l'Amérique française. Je dirais, les efforts que nous faisons sont renforcés par l'ardeur que vous mettez à défendre nos droits, parfois de façon plus fervente que nous, je dirais. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, nous assistons présentement au Québec et depuis quelques mois à la plus vaste manifestation que nous ayons connue depuis une quarantaine d'années. Et ce matin, d'abord c'est le 18 juin, je ne peux que saluer la mémoire du général de Gaulle, qui, ce premier parmi les Français, qui bien avant de nombreux Québécois a su reconnaître en nous une aspiration à l'indépendance. J'étais présent, j'avais 15 ans, ça fera 45 ans dans quelques semaines. Donc, cette manifestation nationale à laquelle on assiste fait en sorte que l'aspiration du Québec à plus de liberté est au centre de toutes ces démonstrations auxquelles nous assistons.
Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec M. François Gauthier, donc vous voyez que c'est au centre, vous. Ah, la québécitude, la question québécoise est présente dans tous les dossiers, mais je suis entièrement d'accord avec François lorsqu'il dit que ce n'est pas le noyau. Vous savez, quand on sait que la Révolution américaine a commencé pour quelques poches de thé, et que la Révolution française a été liée à un manque de pain, eh bien, il faut une étincelle. Vous savez, cette étincelle, c'est la hausse des frais de scolarité. Et ce matin, l'ONU, qui vient de condamner la loi d'exception 78 de Jean Charest à l'effet qu'elle freine les libertés fondamentales, eh bien, cette condamnation de l'ONU de ce matin à Genève dans quelques heures, eh bien, est pour nous un grand encouragement. Écoutez, il y a eu 3000 arrestations, c'est du jamais vu, utilisation de balles de plastique, gaz lacrymogène, des gens qui ont eu des fractures du crâne, des yeux crevés, de nombreux blessés, une brutalité policière hors de l'ordinaire. Dont on a peu parlé en France, on n'a pas parlé de cette brutalité, de cet aspect-là. Aujourd'hui même, dans le rapport du responsable des droits de l'homme de l'ONU, il en sera largement question. Amnesty International, la Ligue des droits et libertés, ainsi que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont tous exprimé de vives inquiétudes vis-à-vis de ce qui se passe au Québec. Est-ce que le mouvement indépendantiste va lui-même ressortir plus fort de cette expérience? Moi, j'en suis convaincu. Nous approchons d'élections. Le Parti québécois est un des partis indépendantistes. C'est le plus important. Il y a aussi le plus ancien. Vous l'avez fondé, d'ailleurs. Vous avez été l'un des fondateurs jeunes. Ah, j'avais 16 ans. J'étais le plus jeune délégué au congrès de fondation. Je m'en souviens comme si c'était hier, à Québec, en octobre 1968. Et il y a beaucoup de chemins parcourus depuis. Et ce qui était inquiétant dans tout ce qui s'est passé ici, c'est l'attitude du gouvernement, qui a refusé de rencontrer même les étudiants. Il n'y a eu aucune rencontre, sinon après 2 mois. Monsieur Charest, et je pense que François... Monsieur Charest, c'est le Premier ministre du Québec, vous le savez. Hein? Monsieur Harper est un Premier ministre canadien. Et de haut. Et c'est pour ça que la population, écoutez, les casseroles, là, ça vient des Acadiens. Hein? Les gens ont vu en Amérique latine des expériences du même genre, mais ici, les Acadiens, depuis des siècles, lors de leur fête nationale le 15 août, font un tintamarre, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur maison et qu'ils font du bruit avec des casseroles, des crécelles, des sifflets et tout ce que vous voulez. C'est donc cette vieille tradition populaire qui s'est répandue comme une traînée de poudre et ça fait le tour du monde. Hein. Il y a des manifestations à Paris, il y en a encore le 22 et le 24 juin. Il y en a eu à Berlin, à Bruxelles, à New York, à Los Angeles, à Marseille, à Lyon, à Grenoble, à Annecy. C'est fantastique pour nous. Il y a comme une retrouvaille avec la France. Et ça, c'est la génération actuelle et les générations montantes. Moi, je les bénis. Hein. Je les appelle la génération des vivants. Enfin, une génération qui n'a pas peur. Il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé ici. J'entends dans vos propos presque la pensée, sinon les phrases, du général de Gaulle qui rêvait, avant 1958, de revoir une jeunesse française. Il en a revu une qui malheureusement nous a été à nouveau volée, mais vous voyez une jeunesse québécoise. Ah, je vois une jeunesse québécoise et francophone. Si bien notre histoire, M. Salon, c'est le mot à mot de Lionel Groulx que je reprends. Oui. Je fais beaucoup de discours ces jours-ci devant des étudiants et je commence toujours en disant « Vous êtes la génération des vivants qui allait tasser celle des morts. Oui. Enfin, une génération qui n'a pas peur. » Très bien. Il ne recule devant rien. Monsieur Gauthier,
François Oui, je Gauthier. suis très d'accord sur cette question-là de la génération vivante, la génération morte. Ils ont une énergie stupéfiante, mais ce n'est pas qu'une énergie pour bouger, ce n'est pas une énergie sotte, ce sont des personnes articulées qui savent défendre leur point de vue et puis qui ne se laissent pas piéger par les journalistes. Alors, les journalistes ont tout essayé pour les piéger devant les caméras, pour les ridiculiser. Puis là, quand je parle des journalistes, que ce soit les journalistes de la presse, tel que le journal La Presse qui appartient à un fédéraliste, un milliardaire fédéraliste, ou Radio-Canada qui est la radio d'État, les journalistes ont tous essayé de les piéger et ils ne se sont pas fait piéger. Ils sont d'une intelligence incroyable et d'une précision stupéfiante. Et je crois que ces gens-là vont bâtir le Québec et qu'ils vont réussir ce que la génération précédente, les générations précédentes n'ont pas réussi à faire. Et dans tout cela, c'est réconfortant, c'est intéressant pour nous qui vibrons pour ça et pour vous, comme vous le savez, comme vous l'avez si gentiment rappelé. Mais la langue française dans tout cela, puisque notre émission s'est essentiellement fondée là-dessus, la langue française qui est le ciment de notre unité en France et qui est aussi le ciment de votre existence et de votre personnalité au Québec, en tout cas un ciment fort important, dans cette manifestation-là, est-ce qu'elle apparaît ? Elle apparaît en ce sens que au Québec, tout ce qui est politique concerne la langue française. Il n'y a pas toutefois de revendication précise sur plus de français. Cependant, c'est au cœur. Écoutez, Montréal, qui est la ville française de langue anglaise la plus importante du monde, eh bien, et qui s'anglicise de plus en plus. Soirs, des centaines, des milliers de jeunes et de moins jeunes qui, ensemble, demandent une meilleure éducation, une plus grande accessibilité. Eh bien, tout ça, c'est du français que l'on demande. On veut que notre jeunesse québécoise, formée en français, éduquée en français, puisse poursuivre des études supérieures, aller jusqu'au doctorat. Eh bien, nous voulons que toute personne, quelle que soit sa fortune personnelle ou son absence de fortune, puisse poursuivre les plus grandes études et les plus longues études possibles. Et en ce sens-là, c'est un combat pour le français. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Gilles Réaume? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est une question de population. La population francophone est à environ 80% du Québec. Alors, quand les étudiants embarquent massivement dans un projet comme ça, on peut dire que c'est la francophonie québécoise qui parle. Alors, elle parle fort présentement. Maintenant, comment ils vont parler dans 6 mois, 1 an, 10 ans sur la question nationale, mais c'est eux qui vont décider à ça le temps venu. Et alors justement, à propos de cette langue française et de ces manifestations, il se trouve qu'il y a du 2 au 6 juillet à Québec un important point d'interrogation, important, je ne sais pas, vous le direz, forum international sur le français organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et par les 2 gouvernements qui se trouvent être des gouvernements libéraux, ce qui chez vous veut dire aussi fédéralistes, d'Ottawa et de Québec, les gouvernements Harper et Charest. Eh bien, ce forum international ainsi organisé dans la vieille capitale, organisé pour préparer ce que l'on pourrait dire du français dans la perspective du sommet francophone d'octobre 2012 à Kinshasa, que peut-on, de votre point de vue, d'observateur sur place, là, en ce moment, attendre de vraiment important pour la francophonie organisée et pour le Québec de ce forum? Durant plusieurs années, j'ai été président de la Conférence internationale des peuples de langue française avec oui. Le regretté Roland Béguelin du Jura, qui est René Lévesque de la Suisse. Oui. Et donc les préoccupations pour c'est le grâce français, à lui qu'il y a eu un canton francophone isolé au Québec, au Jura Nord. Oui, après 2, c'est à côté de la France, hein, Boncourt. Oui. Il y a ça fait partie de la France, d'ailleurs, à une certaine époque, oui.
Et donc, moi, non pas ce qui m'inquiète, parce que je mets beaucoup d'espoir dans toutes les rencontres francophones pour y participer depuis mon adolescence, et, ce qui m'inquiète toutefois, c'est l'attitude du gouvernement du Québec. Écoutez, c'est de la fraude que de croire que le gouvernement de Jean Charest fait autre chose que d'angliciser le Québec. Mais oui, c'est un gouvernement corrompu jusqu'à l'os, avec des ministres devant les tribunaux, accusés aux criminels, la représentante de la reine, ancienne lieutenant-gouverneur, accusée de fraude et d'abus financiers, et le gouvernement Charest qui est vendu aux Anglais, qui laisse Montréal s'angliciser, qui favorise l'anglicisation de l'enseignement au niveau primaire et secondaire. C'est le même parti qui, pendant des années, a subventionné les élèves illégaux, a encouragé des écoles qui violaient la loi 101. Donc, ce que la ministre, Mme Saint-Pierre, et M. Charest, qui viendra lui aussi se pavaner du 2 au 6 juillet, eh bien, pour les militants du fait français, pour les défenseur de la loi 101 du regretté docteur Camille Lorrain, eh bien, c'est une imposture la plus épouvantable qu'il soit possible d'imaginer. Je crois que François doit partager l'essentiel de mon analyse. Est-ce le cas? Absolument, absolument. C'est une imposture totale et parfois je me demande dans quelle mesure les Français en sont conscients. En tous les cas, que le gouvernement français embarque ou collabore à cette imposture-là, si je m'interroge sur la valeur du gouvernement français là-dedans. Je comprends quand même que tout ça a été planifié sous un président précédent. On pourra voir ce que le nouveau va faire, mais je sais tout le monde sait que Sarkozy a de la famille au State Department américain et de la famille qui travaille dans des entreprises financières militaristes avec des anciens collaborateurs de George Bush, son demi-frère Sarkozy. Alors, et que Paul Desmarais était au Fouquet's. Oui, et puis Paul Desmarais, évidemment, qui est fédéraliste, milliardaire, et qui travaille, dont le journal La Presse travaille régulièrement, méthodiquement. Et c'est un fédéraliste invétéré. Invétéré. Alors, ces milliards servent à briser le mouvement souverainiste. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux vous dire... Moi, j'ai fait une demande pour être inscrit à ce fameux forum qui aura lieu du 2 au 6 juillet. J'ai fait une demande en décembre et je n'ai jamais reçu de réponse favorable. Vous n'êtes pas le seul. Pierre Demers est dans la même situation que vous. Et nous, naturellement, ici, à Avenir de la langue française, on n'a pas été invités, alors qu'on a invité des gens, plus dociles. Oui, absolument. Absolument. Alors dites-moi justement, le 2 juillet, excusez-moi, mais je viens au 2 juillet. Le forum est du 2 au 6 juillet, mais juste avant le forum qui est inauguré le soir du 2 juillet, d'après ce que j'ai compris, dans la journée du 2 juillet, il y a la société civile québécoise, enfin en tout cas plusieurs militants qui mobilisent ce jour-là dans des manifestations proprement québécoises pour affirmer plus politiquement, à l'occasion de ce forum, la revendication qui est le thème de notre séance d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça se comment pouvez-vous dire cela? Comment pouvez-vous informer nos auditeurs là-dessus, le 2 juillet? Il y aura des activités publiques, une manifestation suivie d'une assemblée publique, comme on dit ici, où il y aura au moins la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, dont vous avez été aussi président, Montréal français, qui viendra exposer ses préoccupations. Il y aura la section Ludger-Duvernay, présidée par notre ami Yves Saint-Denis, qui va rappeler des discours historiques du premier congrès de la langue française en 1912 et du deuxième en 1937, c'est le 100e et le 75e.
Et moi-même, je suis porte-parole du collectif Nationalité française qui demandons la reconnaissance de notre nationalité pour un certain nombre de Québécois, où nous allons entendre un juriste qui va nous présenter l'état des lieux dans les demandes que nous avons faites au gouvernement français et dans ce qui s'en suivra. Nous sommes plusieurs centaines à revendiquer la nationalité française, puisque nous estimons qu'elle est nôtre depuis toujours. Moi-même, je suis descendant de René Réaume, qui est parti de La Rochelle au début du XVIIe siècle, et par cette ascendance, j'estime que je suis français, ce qui n'enlève rien à ma québécitude, au contraire, ceci l'enrichit, la complète, la rend plus complexe peut-être, mais plus conforme à la réalité. Donc oui, il y aura des organisations qui, ensemble, vont exprimer un son de cloche différent de ce que les huiles, comme on dit en Europe, viendront nous dire. Donc, Mario Beaulieu, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste et du mouvement Montréal français, avec d'autres autour de lui, viendront défaire un peu le portrait idyllique que le gouvernement Charest et la ministre Christine Saint-Pierre vont tenter de montrer que tout va bien, alors que Montréal s'anglicise chaque jour, qu'on a peine à avoir des services en français chaque jour dans tous les quartiers de Montréal. Eh bien, nous allons faire entendre la réalité telle qu'elle est. Il y a des gens au Québec qui sont incapables d'avoir des soins de santé en français. Moi-même, je me suis présenté à l'hôpital général de Montréal pour un malaise cardiaque et l'urgentologue qui m'a reçu ne parlait pas un mot français. Comment voulez-vous que je m'exprime chez moi, dans mon pays, au Québec, avec quelqu'un qui ne comprend pas la langue nationale? Vous écoutez Radio Courtoisie. C'est comme ça dans tous les domaines. Vous écoutez Radio Courtoisie, oui. Alors là, merci d'avoir dit ça, c'est vraiment très intéressant pour nos auditeurs. Je fais deux petites remarques avant d'aller un peu plus loin dans la discussion. Je crois que vous avez des liens aussi avec les Abénakis. Les Abénakis, ils étaient dans l'ancien, dans ce qui est maintenant l'État du Maine, essentiellement au nord de la Kennebec, et ils avaient été au début, sous Louis XIV, comment dirais-je, très liés avec la famille Saint-Castin. Ah, tout à fait. De Pau. N'est-ce pas? Moi, Antoine de Saint-Castin et ses descendants. Je demeure tout près du groupe Abénaki. Il y en a un à Odanak, Pierreville, pas loin de Sorel. Eh bien, les Abénakis sont une nation amérindienne qui a toujours été très francophile au point d'avoir élu des chefs d'origine française. Et moi, je suis très heureux, de par mon aïeul du côté maternel, d'appartenir à cette nation alliée des Français. Et c'est pourquoi on oublie, je regrette que l'on oublie trop souvent qu'en Amérique française, au-delà des Québécois, des Acadiens, des Franco-Acadiens, des Francescois, des Franco-Colombiens, des Franco-Albertains, il y a des métis. Et oui, c'est ça que je voulais vous faire dire. J'en suis très heureux. Et je salue aussi Marie-Mance Vallée, qui peut-être nous écoute. Si elle ne nous écoute pas, vous lui transmettrez mon salut. Et également Maître Néron, que vous avez cité tout à l'heure, pas son nom, mais ses fonctions, dans cette affaire du collectif Nationalité française. Bien. Et d'ailleurs, je tiens à répéter que par Facebook, là, Gilles Réaume, si les gens veulent devenir mon ami, si on peut dire, c'est Réaume, R-H-E-A-U-M-E, eh bien, nous mettrons dans quelques heures l'enregistrement total de l'émission que nous faisons actuellement et nous la diffuserons largement dans tous les milieux francophiles du Québec. Bon, bien, je vous remercie de cela, etc. Bon, alors, maintenant, en ce qui concerne le futur, enfin l'avenir, là encore, pas le futur, l'avenir, parce que l'avenir on le fait, alors que le futur c'est un terme neutre. Alors vous, indépendantistes québécois, qu'attendez-vous aujourd'hui de la francophonie et de la France? Et sinon des gouvernements en place en France et chez vous, au moins des sociétés civiles. François Gauthier. Pas grand-chose. C'est difficile de demander aux gens, bon, bien faites ceci ou cela, mais je suis en rapport avec de nombreuses personnes en France qui défendent le français,
et qui sont conscients de l'envahissement de l'anglais, non seulement ici, mais en France aussi. Et Alors, oui. nous échangeons régulièrement. Cela dit, j'espère que ce mouvement-là qui existe en France va prendre de l'ampleur. J'espère que on va apprendre en France à élire des gouvernements qui ne seront pas vassalisés aux États-Unis. Hélas, hélas, on n'en a pas pris encore le chemin hier, mais nous travaillons pour ça. Je l'espère. Alors, si je peux espérer quelque chose de la France, c'est qu'elle se réveille, parce que nous, ça fait deux siècles et demi que nous résistons contre l'anglosphère, et je suis toujours désolé de voir l'état de soumission des élites françaises. Vous écrivez dans un mot que vous m'aviez envoyé une fois, à propos de la France, on cherche la colonne vertébrale dans ce corps social flasque qui est devenu la France, incapable d'assumer son histoire pour se construire à nouveau un avenir prestigieux, sans soumission à une puissance et à une idéologie étrangère à la France, cela dans le respect des autres peuples. Absolument. J'étais très fier d'avoir rédigé ça, de vous l'avoir envoyé, et j'y tiens à ce passage-là. Alors, donc la France, c'est une France molle que je vois depuis très longtemps, depuis que De Gaulle a été chassé du pouvoir. Et je rappelle que quand De Gaulle a été chassé du pouvoir, ça a été un projet du gouvernement des États-Unis. C'est un projet parce que De Gaulle avait intention de sortir la France de l'OTAN, avoir ses projets d'armes nucléaires pour son autodéfense. Je comprends qu'on peut très bien ne pas aimer les bombes nucléaires, mais c'est utile pour empêcher de se faire attaquer. C'est l'attitude que les États-Unis avaient à ce moment-là, c'est l'attitude que les États-Unis ont actuellement vis-à-vis de l'Iran. Absolument, absolument, tout à fait. Et qu'ils entraînent leurs vassaux, y compris la France, naturellement, y compris l'Allemagne, y compris beaucoup d'autres, à suivre. Oui, mais je pense que dans le cas de la guerre actuelle avec la Syrie, l'Allemagne n'a pas embarqué encore. Alors, là, je ne parlais pas de la Syrie, je parlais de l'Iran, ouais. Non. Oui, je sais, vous avez parlé de l'Iran. Oui, mais effectivement. Mais les journaux rapportent que la Syrie, c'est un pas vers la guerre en Iran. Alors, ça, j'en sais rien. Je ne suis pas un expert dans ces choses-là. Mais ce qui me frappe, que c'est un comportement de laquais. Et c'est ce que nous disons souvent à cette antenne. Mène les guerres à la demande des USA. C'est ce que je dis souvent à cette antenne. Gilles Réaume, vous, qu'est-ce que vous faites? Puisque nous sommes un 18 juin, je me permettrai, tout minuscule que je sois, de lancer un appel à tous les francophones, à tous les militants de la francophonie, à tous les francophiles. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, il n'y a plus de distance, il y a Internet, il y a Facebook, il y a Twitter. Je demande à tous ces militants du fait français d'entrer en communication avec nous, où qu'ils soient dans le monde, pour que nous puissions ensemble former un front commun, un front moderne, électronique. Regardez là, nous avons été quelques-uns à porter des plaintes à l'ONU, et l'ONU est intervenue. Donc, ensemble, formons un commando, un bataillon, au-delà de toutes les frontières, pour faire en sorte que cette langue qui nous définit, cette civilisation dont nous sommes si fiers, où nous pouvons puiser des idées de renouvellement, de modernité, d'avancement, eh bien que tous ensemble, au-delà des frontières, nous puissions faire en sorte que la langue française reprenne la place qui est la sienne, d'exiger du français partout dans les institutions internationales, de refuser que l'Union européenne s'anglicise davantage, que la France cède à la tentation d'une quelconque mode dont le modus vivendi est très évident, mais dont l'aspiration nous échappe tellement. Donc, c'est un appel à la mobilisation, à la solidarité et surtout à l'action.
à l'action. Eh bien, je vous en remercie. Vous vous y joignez à cela, François Gauthier. Ah, je me joins à ça totalement, totalement. Je pense qu'il y a un problème. La France a encore du travail à faire Oui, sur son histoire de l'après-guerre. oui. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre, ça c'est très loin, ça a été fait. Mais la Deuxième Guerre mondiale, moi ce qui me préoccupe, c'est la disparition des archives du régime de Vichy. Vous m'en parliez dans une lettre, j'allais vous interroger là-dessus. J'ai eu l'impression d'ailleurs depuis quelques années que vous étiez très axé, presque branché, je dirais, sur le rôle des services secrets, notamment américains, canadiens et autres, n'est-ce pas? Alors, vous pensez-vous qu'il y a là quelque chose à creuser? Absolument. Et puis l'information va se trouver aux États-Unis, dans les archives aux États-Unis. Ces archives-là ne sont pas disparues par accident. Hein? Les archives de Vichy, vous voulez dire, les archives de Vichy ont disparu, et vous voyez là une des causes comment dirais-je, de l'occultation encore par la France de son passé, et donc de son passé relativement récent, et donc de la non-maîtrise de ce même passé, de son destin. De son destin. Je vais prendre simplement un exemple. Je pourrais en donner plusieurs, mais Alexandre Jardin, le romancier, dans son dernier livre, il écrivait en rapport avec la vie de sa famille. Alors, il parle de Jean Jardin, qui était chef de cabinet pour le président Laval durant le régime de Vichy. Oui. Alors, Jean Jardin, à la fin de la guerre, il s'est caché en Suisse, il est revenu en France éventuellement. Je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas pourquoi il se cachait. Et, oui, et en fait, ce qui s'est passé, il y a de l'écho, je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, non, je n'entends pas d'écho, là, moi. Non. OK, moi j'en entends ici, alors je m'interrogeais, je ne comprenais pas. Alors voilà, Jean Jardin, ou plutôt le petit Alexandre qui était enfant, il voyait son grand-père donner des valises pleines d'argent au frère de François Mitterrand. Alors, pour ses campagnes électorales. Alors, d'où venait l'argent de Jean Jardin? Alors, Jean Jardin, il faut comprendre pourquoi qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été protégé. Ça, on retrouve ça dans la famille de Sarkozy. La mère de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, a épousé Frank George Wisner. Et le père de Frank George Wisner, qui s'appelait Frank Gardner Wisner, était diplomate américain en Europe avant la guerre, et durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été responsable de l'implantation des services secrets durant la guerre en Europe. Et ça a eu pour effet qu'après la guerre, il a eu la responsabilité de ce qu'on appelle les stay-behinds. Si vous cherchez Wikipédia ou d'autres, vous allez trouver plein de documents en rapport avec le stay-behind. Le stay-behind, c'est le réseau de services secrets américains en Europe après la guerre. Alors, ce réseau-là, il fallait des personnes à manipuler pour qu'il fonctionne. Alors, les gens manipulés, c'est des gens qui avaient dans les archives du régime de Vichy ou les archives du régime de Mussolini et autres. Voilà. Bien, écoutez, nous nous acheminons vers la conclusion, mais avant, je voudrais encore vous citer, d'ailleurs, j'allais dire vous deux, parce que, en tout cas, vous, François Gauthier, vous écrivez dans ce que vous m'aviez envoyé que il y a de nombreuses générations que l'anglophonie applique les enseignements de Sun Tzu, c'est le fameux stratège chinois d'il y a plus de 2000 ans, hein, oui, effectivement, qui recommandait de maintenir son pouvoir sur les peuples conquis avec les ressources soutirées de ces peuples pour éviter de consommer ses propres ressources. Voilà ce qui s'applique fort bien à la situation nord-américaine, états-unienne, aujourd'hui. Voilà. Absolument. Absolument. Et puis, en fait, ce travail nécessite d'utiliser la corruption des personnes au pouvoir. Que ce soit au Québec ou en France, utiliser les ressources de l'État dominé, ça exige d'avoir les moyens de le corrompre des gens.
certes. Alors nous arrivons maintenant à la conclusion. Vraiment, je remercie Gilles Réaume, je remercie Pierre Demers, dont j'ai simplement lu, malheureusement, il me le pardonnera, un petit extrait de son texte. La vidéo ne pouvait pas passer. Et je remercie Gilles Réaume et François Gauthier, donc, qui nous ont apporté, je crois, au cours de cette émission, quelque chose de très important pour nous, Français, sur la connaissance du Québec et sur la connaissance de nous-mêmes et de ce que nous devrions faire nous-mêmes. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. En tout cas, pour l'indépendance du Québec, qui a été tant de fois repoussée, sabotée, volée, mais aussi peut-être pas assez voulue par assez de Québécois de souche, de pure laine, comme vous dites, chez vous là-bas. Comme il y a chez nous une mentalité de coloniser et d'assister, chez nous, je dis bien là, chez trop de compatriotes, il n'y a en ce moment qu'un espoir intéressant, mais pas encore très fort, avec ce mouvement actuel. Mais il y a tout de même une jeunesse là qui se manifeste au Québec, et c'est important. La conscience progresse, en tout cas, selon laquelle défendre un modèle social, c'est aussi défendre une civilisation, une personnalité nationale, avec la langue qui la porte. Merci, et chers auditeurs, merci à vous tous, merci à Lydie, merci à Jocelyn qui était à la technique, et à dans 4 semaines, merci, au 16 juillet. Monsieur, merci.